Comment on introduit la vidéo alors pour parler de la PTL et de tout ce que vous avez fait pour arriver au bout de cette épreuve? Bah, on va attaquer directement sur le premier sujet et puis on va les morceler comme ça, puis ça ira très bien. D'accord. À quel moment on explique ce que vous avez fait, qui vous êtes? Toi, Stéphane, qui tu es pour On ceux qui commence ne te par ça, connaissent on pas. commence par ça. Et toi, Thomas, j'ai failli oublier ton prénom. Sympa. Et puis moi, dans le rôle du naïf. Enfin, d'ailleurs, pas dans le rôle du naïf, hein, dans ma vie quotidienne de Ouais, personne c'est parfait, qui ça. ne connaît rien au trail. Parfait. Et on déroulera comme ça. On déroule comme ça? Allez, Bon, fais. bah alors, C'est parti. c'est quoi la PTL? Qui veut commencer? C'est quoi la PTL? Alors la PTL, Ça veut dire quoi déjà? c'est le nom d'une épreuve. Ouais. C'est le nom d'une épreuve sportive qui est plutôt du trail aventure, même si le mot trail dans ce cas-là est pas forcément le plus adapté, mais c'est déjà une belle aventure à pied. C'est quoi le terme? Ça pourrait être quoi le terme précis? Une Le épreuve terme de montagne. une épreuve de montagne, Une épreuve de alpinisme, montagne. voilà. Ça veut dire qu'on court pas finalement, c'est pas du trail. Très peu. Ça veut Très dire peu. qu'on est sur vraiment, on est sur de la haute montagne, on est sur de la particularité technique de montagnard, quoi. Et ça veut dire la petite trotte à Léon. Alors, cette petite trotte à Léon, ça vient, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est 2008. C'est un rendez-vous de copains qui sont organisateurs aussi dans l'organisation de l'UTMB, qui décident. Alors Léon, qui est un hôtelier du côté de Champais et qui a eu cette idée aussi de vouloir faire cette petite trotte quelque part. Et donc il décide de lancer ça 2008 et de l'appeler la petite trotte à Léon. Alors donc avant elle était vraiment plutôt sentier, hein. Moi je l'ai eu faite en 2009, on respectait en grande partie du sentier, c'était toujours aux alentours de 300 km, 290, 300 km, toujours en équipe, donc c'est une course qui se fait en patrouille, à 3 ou à 2, on peut partir à 2 ou on peut partir à 3, et que si jamais en cours de route il y a quelqu'un qui s'arrête, on peut terminer à 2 cette balade, autour de Chamonix. Il y a l'impératif de finir à 2. On peut pas se raccrocher à une autre équipe. C'est obligatoirement en équipe de 2 minimum ou en trio. Exactement. Pourquoi? Eh ben, c'est un peu l'esprit de la montagne. La montagne, c'est cette idée de patrouille. C'est-à-dire, on ne va pas tout seul en montagne, et notamment en haute montagne. Et donc, cette idée de la patrouille, cette idée de faire équipe. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a rien, il y a le chat qui veut rentrer, mais c'est rien, ouais, roule. C'est bon, ça. On est parti sur une équipe de 3, on va ajouter le chat, on est parfaitement dans l'esprit. Allez, vas-y, roule. Marche. L'esprit de l'équipe en montagne, ça a toujours été. On ne va pas tout seul en montagne, on fait une cordée. Une cordée minimum, c'est 2, mais le mieux, c'est 3, liés aux aléas de la montagne. On ne va pas tout seul en montagne, et notamment sur ce genre de parcours, vaut mieux être accompagné, vaut mieux faire équipe en cas de quoi que ce soit. On ne voit pas forcément le mal partout, mais on se dit quand même que c'est l'idéal. Alors, tu m'as dit la petite trotte à Léon. Thomas, si on devait dresser un portrait robot de cette PTL, si on devait différencier la PTL d'un UTMB ou de n'importe quel trail un petit peu aventure, ça serait quoi le portrait robot d'une PTL? Qu'est-ce qui la différencie et la rend si unique? Alors déjà la PTL, comme on disait, on est vraiment sur une épreuve de montagne. On court très peu en réalité, hein, sur toute la préparation, on a très peu couru et on s'est rendu compte qu'au moment de la course, on n'a quasiment pas couru. Je sais pas si ça représente 2-3% de l'épreuve, c'est anecdotique. Et il y a une grosse caractéristique, c'est qu'on est en autonomie et sans balisage. Et ça, pour le coup, c'est très rare sur des courses. Un UTMB, on suit un balisage, on suit des sentiers. Là, on est hors balisage. Toutes les traces sont fournies en GPX et on doit s'orienter nous-mêmes, trouver notre trace tout au long du chemin. Donc ça joue énormément. On n'a pas le droit à l'assistance. Donc sur un UTMB, une diagonale ou toute autre course, on va dire, il y a de l'assistance. Là, c'est pas le cas. Donc on se retrouve vraiment, et heureusement qu'on est en duo, en binôme, en réalité, ou par équipe de 3, parce que effectivement, après, il y a un côté sécurité aussi qu'il faut absolument avoir dans ce genre d'épreuve. Et on fait attention l'un à l'autre en permanence. Tout comme c'est une des rares épreuves où on fait vraiment attention même aux autres équipes. Ouais. Les équipes qui nous précèdent, les équipes où on a l'habitude de naviguer avec elles, il y a forcément un esprit sécuritaire du fait d'être livré tout seul comme ça en montagne, avec assez peu de matériel finalement, et que on cherche forcément à s'entraider malgré les différences de compétences des uns et des autres. On a un état d'esprit qui est différent également parce qu'on n'a pas de classement, même si en réalité on sait combien on a fini, mais c'est anecdotique, il n'y a pas de classement sur la PTL. Une course lambda, il y a un classement, on veut faire top 100, peu importe. Là aujourd'hui, sur la PTL, c'est pour ça qu'il y a aussi cette entraide-là, qu'on retrouve quand même dans le trail, c'est l'esprit, mais l'idée c'est d'arriver au bout du chemin en fait, de vivre cette aventure.
avec notre coéquipier, rencontrer d'autres équipes, aller jusqu'au bout et vivre toute cette aventure ensemble, quoi. Et surtout, c'est aussi la possibilité d'aller là où on ne pourrait jamais aller en temps normal. C'est-à-dire que une bonne partie de ce parcours est ponctuée de passages dont le reste de l'année on n'y va pas. Ce n'est pas un niveau ils sécurisent des voies, ils nous font passer sur des glaciers, etc., etc. En temps normal, j'ai envie de dire, personne n'irait forcément spontanément dans ce genre d'endroit, à part quelques spécialistes de très haute montagne, des guides qui partent même avec des gars peut-être capés, etc., etc. Là, on a la possibilité d'aller accéder à des endroits sous l'effigie d'une organisation. Ça, c'est unique. Aucune organisation ne pourrait se permettre, peut-être quelques-unes d'autres que je ne connais pas, mais la vraie particularité de cette course, c'est de passer dans des endroits très engagés. Alors, le mot engagé en montagne veut dire qu'effectivement, on pourrait augmenter le potentiel de risque qu'il nous arrive quelque chose, mais on augmente surtout le potentiel de faire attention à ce qu'on est en train de faire. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est pas qu'on augmente le potentiel à tout prix de dangerosité et qu'on passe pour des héros. On augmente surtout le capital d'être vraiment plongé en cœur de ce que l'on est en train de faire et qu'on n'a pas loisir de papillonner à penser à autre chose. On est vraiment concentré pleinement sur ce qu'on est en train de faire et rien d'autre. Et on s'offre un moment quelque peu magique de ces 6 jours dans des endroits qu'on n'a pas l'habitude d'aller, totalement plongé au cœur de sa petite équipe et qu'il n'y a rien d'autre qui compte sur Terre. C'est assez exceptionnel pour ça. Il faut rappeler qu'on est quand même hors sentier une grosse partie du parcours. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ces itinéraires-là, si on ne nous fournit pas une trace ou si on ne va pas aller chercher sur une cartographie, ils n'existent pas. Quand on monte au pic de Beauvert, pendant 7, 8, 10 heures, on n'a pas vu un sentier. On a juste suivi un itinéraire tout droit. Donc ça aussi, ça fait que ça renforce le côté cohésion d'équipe, ça renforce le fait qu'on soit obligé de faire attention à chacun de nos pas. Et c'est ce qui différencie aussi grandement sur un trail qu'on peut avoir, peu importe la distance, hein, mais c'est une grosse différence aussi de la PTL. Donc ça, ce côté technique, et comme tu l'as dit, ce côté où on va dans des endroits qui sont la plupart du temps inaccessibles et dans lesquels on n'a pas l'occasion d'aller, globalement, c'est ça qui fait la particularité, mais aussi la très grande difficulté. Parce que ce qui t'a finalement, et toi aussi évidemment, enfin tout le monde, ce qui t'a distinguer comme trailer, c'est ta capacité à très bien préparer les événements et savoir où tu mettais les pieds. Toi aussi d'ailleurs, parce que tu as fait le tort des géants. Donc c'est cette capacité à bien savoir où on met les pieds, mais aussi la difficulté pour cette PTL, c'est l'impossibilité à se préparer à un niveau de technicité qui est difficilement accessible. Tu fais un UTMB, un Thor, tu as un circuit que tu connais en plus, parce que c'est quasiment tout le temps le même circuit. Tu peux t'y préparer, tu peux aller faire des reconnaissances, voilà, c'est quelque chose, tu te prépares à ça. Une PTL, le circuit, on l'a découvert une semaine avant 10 jours avant. 10 jours avant. Donc, t'as pas la possibilité d'aller faire la reconnaissance. C'est des parcours qui changent tous les ans également. Donc, effectivement, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus difficile à préparer. On ne sait pas si on va faire de la Via Ferrata, si on va passer sur un glacier, on ne sait pas quelle portion on va avoir de hors sentier, etc. Donc, alors, le côté préparé, c'est devenu la mode dans le trail, parce que préparer une course et y inclure la connaissance du parcours, c'est le trail moderne qui veut ça. Moi, qui fais vraiment partie de la première génération, préparer une course, c'était avoir les ressources physiques et mentales capables de pouvoir avoir organisé son cerveau pour être capable d'assumer 70 km, 100 km de course dans la montagne. Et on l'a un peu rapidement. Donc ça devient maintenant une caractéristique de dire qu'on ne peut pas repérer le parcours. Il faut bien oublier que à la base, repérer le parcours n'avait pas grand intérêt parce qu'on venait aussi au trail pour découvrir. Là maintenant, on a repris aussi quelque part une recette ancienne avec un tel parcours, c'est qu'on repart à la découverte. Alors se préparer, c'est justement c'est un type de préparation particulière que de dire je dois être prêt sans connaître le parcours. Et là, finalement, c'est un peu comme moi qui traverse l'Atlantique. J'ai pas traversé l'Atlantique avant. Donc, je suis allé étaler les domaines de préparation beaucoup plus larges que la simple connaissance du parcours pourrait peut-être me rendre plus faible à simplement être capable de faire ce que je sais qui va me être proposé et que s'il y arrivait un autre individu ou un autre élément à l'intérieur de cette connaissance et de ce repérage, pourrait rapidement me faire perdre les pédales. Là, on avait préparé justement l'éventualité et toutes les éventualités, ce qui fait que seulement une partie de ce qu'on avait imaginé s'est produit. Donc, on est moins surpris aussi de préparer de cette manière-là. C'est aussi un élément qui est quand même assez chouette finalement. Quand vous recevez le parcours à 10 jours, vous faites quoi de ces GPX? Vous les mettez dans vos montres, bien entendu, mais est-ce que vous les chargez dans des
logiciel de cartographie pour voir, pour anticiper un petit peu le terrain, pour avoir une petite idée ou pas? Alors, oui, mais alors le fait de On l'a même pas travailler mis dans les montres en réalité. bon alors, c'est Vous pas le mettez- nécessaire. Nous, on a tout fait, au téléphone avec Iphigénie et Topo Suisse, et que j'ai une certaine habitude de la montagne qui fait que je pouvais me permettre de dire bah tiens par là je connais, grosso modo je vois à quoi ça ressemble, etc. Là je ne connais pas du tout. On fait du repérage sur carte, mais on a surtout segmenté notre parcours pour être capable de tomber tous les soirs ou une fois par jour dans un refuge, capable de pouvoir. Nous, on a vraiment eu cette idée, on en parlera plus tard, de segmenter notre parcours. Dans la C'était le gros préparation. travail qu'on a fait 10 jours avant en fait. Oui, Quand on de a eu la segmenter, de cartographie, faire un- ça a été ça parce qu'en fait, là, on est tous les deux, mais il y avait Renaud qui était avec nous également. On était 3 au départ et tous les 3, on s'est mis d'accord aussi sur les étapes. Sur le plan, oui, Sur le plan de la marche, stratégie en à fait. adopter, Voilà, oui, bien sûr. exactement. Donc, quelles étapes on faisait? Bon, à regarder aussi étaient les ravitaillements, où étaient les refuges, parce qu'il faut savoir aussi que sur la PTL, il y a un certain nombre de refuges qui sont partenaires, mais on a aussi la possibilité de sortir un petit peu de la trace, pas très loin, mais rester autour de la trace, mais d'aller dans d'autres refuges qui ne sont pas partenaires en fait. Il y a une tolérance ou c'est juste parce que ça rallonge inutilement le périple? Alors, il y a une tolérance qui est bon. Elle n'est pas possible, la tolérance, un sentier en montagne, quand il part par là, la tolérance, sinon elle serait de 15 km. C'est ça. Le sentier, il y en a qu'un qui va là-bas. S'il faut dévier pour aller à un refuge, Non. C'est pas de la tolérance, C'est ça. c'est du bon sens. Il n'y a pas de choix. Exactement. À Frassati, on a fait un détour de 500 mètres parce qu'il n'était pas pile poil et il faisait pas partie des refuges partenaires. On s'y arrêtait quand même. Tu vois, la tolérance, elle est là. Après, clairement, on va pas aller faire un détour de 10 bornes pour aller chercher un refuge. Et toi, quand tu as donc toi, Stéphane, tu connaissais. Je préférais couper. Est-ce que là, on vient pas déjà d'expliquer à tout le monde ce qu'était la PTL et que maintenant on pourrait repartir à la genèse? Qui sont les participants, Renaud, les 3, se présenter, comment on en arrive à se retrouver tous les 3 sur la route du départ. Et qu'à partir de maintenant, on pourrait maintenant parler de la... Je pense, hein. Ouais. Étaler, je sais pas. Alors, on va conclure. Ouais, Comme ça, on peut partir sur l'épisode suivant. C'est vrai que maintenant, on pourrait tout doucement, que tout le monde a compris ce qu'était la PTL, partir vers une explication de comment Thomas, Renaud qui n'est pas présent et comment moi... on se rejoint tous les 3, comment on décide d'y aller et comment on crée une équipe. Bah, et surtout, comment on en arrive à s'inscrire au mois de janvier et qu'on a pu faire cette PTL au mois d'août 2024. Donc ça, c'est le programme du second épisode. Exactement. C'est exactement ça. C'est bien fait, c'est bien fait. C'est bien fait, hein. C'est très très bien fait. Ah oui, on a bien bossé. Hein. C'est beau. C'est magnifique.